Yo, bienvenue à toi sur le podcast. Ce que je te propose, c'est d'écouter ça en voiture, en allant au travail ou en faisant tes courses. Comme ça, tu perds pas de temps et je te souhaite une excellente écoute. C'est parti. Salut, j'espère que tu as la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 2 qui s'appelle Le passé et l'avenir dans l'inconscient. De la page 49 à la page 62. Ça va être assez court aujourd'hui. On rentre direct, c'est parti. En fait, Jung nous dit que les rêves sont des événements normaux. Et en fait, il y a deux possibilités. C'est soit ils ont une cause rationnelle, ou soit ils ont un but, et ils peuvent aussi avoir les deux en même temps. Donc ce qu'on entend par cause rationnelle, c'est par exemple, tu viens de commencer un nouveau travail, tu as de fortes chances de rêver de ce nouveau travail dans ta nuit qui succède du coup le premier jour où tu as travaillé. Et ensuite, dans le but, par exemple, tu parles à une fille, tu es en crush avec elle, etc. Et ça se passe bien, et tu rêves que tu l'embrasses. Du coup, ça, c'est un peu un message de ton subconscient pour te dire, ok, c'est le moment d'attaquer, il faut que tu y ailles. Et c'est donc un moyen de faire passer un message à ta conscience, donc quand tu es éveillé, tout simplement. Il faut savoir que le contenu conscient et inconscient, il est entremêlé. Il y a souvent des échanges qui se font sans qu'on s'en rende compte. L'exemple le plus connu et le plus parlant, c'est par exemple, tu vas dans une pièce. Je sais pas, disons que tu vas dans ta salle de bain. Tu sais que tu y vas pour récupérer une crème pour tes mains parce que tu as vu, tu as les mains un peu rêches, etc. Et tu vois, il y a une poussière sur le lavabo, tu te dis putain, il faut que je nettoie ça. Tu vas nettoyer ton lavabo et après tu te dis mais merde, pourquoi je suis venu dans cette pièce déjà? Et en fait, c'est ça, c'est que le fait que ton cerveau, des fois, il bascule sans que tu t'en rendes compte de l'inconscient à la conscience. Et c'est ce qui explique aussi le fait que des fois, on peut retrouver une pensée qu'on a momentanément perdue en faisant autre chose, complètement autre chose. Donc il y a vraiment un échange perpétuel entre les deux, entre l'inconscient et le conscient, qui se fait sous nos yeux, tout simplement. Ensuite, là, je vais lire un petit exemple, comme quoi le passé il peut ressurgir inconsciemment. C'est Nietzsche qui racontait dans Ainsi parlait Zarathustra. Il parle d'un incident qu'il a dans un livre de bord d'un bateau de 1686. Donc c'est un incident qui est écrit dans un journal, un journal de bord du bateau. Et Jung, il avait déjà lu cet incident-là dans un livre qui datait de 1835. Donc du coup, il a écrit à la sœur de Nietzsche, qui était encore en vie à ce moment-là, et elle a confirmé que Nietzsche, il avait bien lu ce livre-là avec elle quand il avait 11 ans. Et l'ouvrage justement de 1835 en fait, là où il y a l'incident du bateau de 1686. Et donc en quoi en fait ça montre qu'on peut, même les auteurs, etc., ceux qui créent des ouvrages ou même pour la musique, tout ça, on peut s'inspirer mais sans s'en rendre compte et ça va ressurgir dans les textes, dans les romans, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement, c'est pas du plagiat ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui vient à la pensée, qu'on avait intégré par le passé mais qu'on avait oublié entre-temps et qui se transfère ensuite à l'écrit, tout simplement. On peut aussi refouler des souvenirs oubliés ou désagréables. Donc ça peut être souvent les syndromes de stress post-traumatique, comme les militaires peuvent avoir. C'est ce qui peut du coup créer des comportements non intentionnels. C'est pour ça qu'il y a souvent des exemples de personnes qui ont complètement changé en fait, quand elles reviennent par exemple d'un OPEX, etc. Et en fait ça les a tellement choquées au point de vue inconscient que du coup elles savent plus trop. Enfin, ça crée des nouveaux comportements qu'ils n'ont pas forcément la main dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très dur à travailler, mais qui se travaille. Et enfin, on va voir aussi le futur. Donc, on peut avoir des intuitions carrément. Et il nous cite l'exemple de Robert Louis Stevenson, qui a écrit L'île au trésor. Et en fait, il cherchait une histoire sur la double personnalité de l'être humain. Et un jour, en fait, il a tout simplement rêvé de l'histoire qu'il a ensuite écrite, qui s'appelle Le Dr Jekyll et Mr Hyde. L'étrange histoire du Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et un autre exemple qui ne cite pas dans le livre, mais que j'ai lu sur Internet, c'est qu'en 1913, Jung il a eu des visions. En fait, c'est des visions qui lui sont apparues dans des rêves qu'il a écrits dans le livre rouge. C'est un grand livre où il a répertorié beaucoup de ses rêves et surtout qu'il les a dessinés. Et dans cette vision-là, en 1913, c'était vraiment quelque chose qui était angoissant pour lui à l'époque. Il pensait que c'était vraiment
un problème interne, enfin propre à lui, quoi, psychologique. Et en fait, pas du tout. Il a rêvé qu'entre la mer du Nord et les Alpes, il y avait une grande marée qui avait tout recouvert, tout détruit sur son passage. Et la mer, elle était couleur sang, donc vraiment rouge vif. Ça a emporté les hommes, les maisons, etc. Et ça l'a beaucoup tourmenté. Et un an plus tard, il y a eu la Première Guerre mondiale qui s'est déclarée. Et en fait, il a fait le lien et c'est là où il a compris aussi ce qu'on appelle l'inconscient collectif. C'est-à-dire que c'est un inconscient qui nous relie tous en tant qu'êtres humains entre nous et qui permet justement d'avoir des visions prémonitoires, ce que Jung a appelé les grands rêves. C'est quelque chose de très rare, mais ça arrive dans la vie de certaines personnes en tout cas. Je dois citer page 62, je me suis mis un petit mémo, je vais vous retrouver ça. Hop. Je décrirai plus tard, d'une façon plus détaillée, la manière dont ces matériaux émergent de notre inconscient et j'examinerai alors la forme dans laquelle ils s'expriment. Pour le moment, je me contenterai de faire remarquer que la faculté qu'a notre psyché d'en produire de si nouveaux est particulièrement significative lorsqu'on veut expliquer le symbolisme des rêves, car mon expérience professionnelle m'a fait constater à maintes reprises que les images et les idées contenues dans les rêves ne peuvent pas être attribuées uniquement à un phénomène de mémoire. Elles expriment de nouvelles pensées qui n'ont jamais encore franchi le seuil de la conscience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra le chapitre 3 qui s'appelle la fonction des rêves. Donc là, ça va être intéressant. On va avoir une bonne vingtaine de minutes, à mon avis, de podcast. J'espère que ça vous plaît et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.